il fallait que j'attende la vidéo, c'est ça. Non. Y es-tu passé? Non? OK. Great! Donc, aujourd'hui, ma présentation, L'art est mort, vive les haïs. Est-ce que ça vous fait peur un peu? Non? Je vais me présenter un peu. On a déjà fait un bref parcours a déjà présenté un peu mon parcours. Dans le fond, avant d'aller en informatique, j'ai aussi un parcours dans les arts. Donc, c'est pas out of nowhere qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler des arts puis de l'art génératif. J'ai étudié en art, j'ai étudié en cinéma, je fais de la photographie, puis j'ai parti un centre d'artistes, un studio photo pendant environ 5 ans, dans lequel j'ai fait beaucoup de photographie. Puis, c'est à force de faire de la photographie que je me suis mis à créer des sites web pour afficher les portfolios. Puis j'ai pris goût vraiment à la programmation grâce à ça, dans le fond. Puis là, je me suis réorienté directement. Je suis allé étudier en informatique. Puis le reste, on a parlé un peu jusqu'à l'intelligence artificielle. Dans le fond, aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler d'art génératif. Puis je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont entendu parler cette année. Là, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous l'avez utilisé à main levée? OK, quand même. Bonne nouvelle. L'art génératif, là, ça n'a pas été inventé cette année. Dans le fond, je voulais faire un petit parcours de qu'est-ce qui existait avant qu'on ait des modèles de diffusion de ce qu'on a entendu parler cette année. Je vais passer au travers de quelques modèles qui étaient super intéressants, dont les premiers qu'on a vus, qui ont commencé à apparaître, c'était les GAN. Dans le fond, on était capable d'entraîner sur des datasets d'images. Dans ce cas-ci, on peut voir il y a des nombres de 0 à 1. Oh, quelqu'un a accroché la deal. Not again. Good. Fait que dans le fond, ça a été entraîné sur des modèles. Dans ce cas-ci, on voit des chiffres. Là. Finalement, c'est un dataset qui s'appelle le MNIST. Puis on a entraîné un modèle à être capable de régénérer des chiffres qui n'existent pas, là, mais des nouveaux chiffres qui sont similaires aux chiffres qu'on connaît. Par la suite, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous l'avez vu passer un peu, ça s'appelle les Deep Dream. Dans le fond, c'est comme une façon de faire pour être capable de visualiser des couches de réseaux de neurones dans les modèles de vision. Puis ça donne vraiment un effet un peu psychédélique, comme un rêve finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les transferts de style. Ça nous permettait de prendre une image. Je pouvais prendre une photo, prendre le style de n'importe quelle peinture ou n'importe quelle autre image, puis venir transférer le style sur la photo, ce qui était vraiment intéressant à ce moment-là. Là, j'essaie. Là. Yes. Après ça, Pix to Pix. Merci. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'était assez cool de pouvoir sketcher, avoir une image de chat au bout, parce que la première chose qu'on fait évidemment avec ça, c'est faire des images de chat. Style GAN, une autre affaire que je trouvais complètement capotée, c'était de partir d'une vidéo, comme dans ce cas-ci, un cheval, puis être capable d'appliquer une autre texture ou un zèbre dans ce cas-ci, pour modifier des vidéos. Style GAN, ça, vous l'avez probablement vu passer aussi. C'est des gens qui n'existent pas. Dans le fond, ça a été entraîné sur des datasets de vedettes, dans le fond, là, des datasets d'Hollywood, plein de visages d'acteurs, puis on crée un GAN, puis on était capable de recréer à partir de ce modèle-là des nouveaux visages. Là, j'avais un exemple vidéo, il ne loadera pas. Essentiellement, ce qu'on a vu arriver après, c'est les deepfakes. Ça aussi, ça a été assez connu dans les médias, tout ça. Puis on est capable de prendre justement le visage d'Arnold et de Sylvester dans n'importe quel film, puis venir changer leur visage ou faire ce qu'on veut avec, finalement. Les GoGAN, ça, c'est NVIDIA qui ont sorti ça. Encore là, ça permet de faire un sketch assez basique, puis finalement avoir un rendu photoréalistique. Puis, ce qui est arrivé cette année, qui est vraiment malade, c'est les modèles de diffusion. Puis la grosse différence avec les modèles de diffusion, puis ce que je vous ai présenté précédemment, c'est que là, on est capable d'entrer du texte pour venir guider le résultat qu'on veut. Fait qu'on a un prompt qui est, comme je viens de dire, qui est du texte. Dans ce cas-ci, j'aurais pu dire, je veux une image de roche, puis il me génère mon image de roche. Il y a le premier...
sais pas comment l'appeler, le premier leader, c'est pas vraiment un leader, bref, les premiers qui ont sorti les modèles de diffusion, ça a été Midjourney. Ils ont sorti leur bêta, ça a été les premiers que les gens pouvaient aller tester puis commencer vraiment à utiliser l'application pour générer des images. Pas longtemps après, on a vu DALL-E d'OpenAI, c'est les mêmes que ChatGPT. Qui sont sortis. Ils avaient déjà publié des choses avant Midjourney. Par contre, ils ont ouvert leur plateforme une fois que Midjourney ont ouvert la leur. Puis le plus intéressant, selon moi, c'est Stable Diffusion, pas par sa qualité, mais parce que c'est open source, puis ça permet vraiment de venir faire tout ce qu'on veut avec, d'avoir accès au code, de comprendre comment ça marche, puis de pouvoir créer des extensions et compagnie. Donc, les leaders, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. Pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'ils peuvent produire chacun de leur côté. J'ai créé un prompt que j'ai appliqué aux trois plateformes, dans le fond. Là, je voulais juste un portrait en noir et blanc pris par un Leica monochrome. Puis j'ai rajouté quand même des détails pour venir guider l'image qui va être générée. Fait qu'on a Midjourney, qui est capable vraiment de produire des images. Si vous n'avez pas fait de photographie, c'est facile de s'y méprendre et de penser que que ça a été une vraie photo. On a Stable Diffusion qui est assez fort aussi. La façon de reconnaître le Stable Diffusion, souvent le problème est dans les yeux. Là. Quand on commence à regarder dans les yeux, on remarque que c'est un peu weird. Là. Puis, finalement, on a DALL-E. C'est un peu bizarre, DALL-E. C'est pas... Fait que je ne me suis pas trop attardé à DALL-E. Les résultats seraient impressionnants s'il n'y avait rien d'autre, mais les deux autres précédents. Donc, je parlais tantôt, avant j'étais photographe, puis une de mes passions en photographie, c'était de faire de la photographie de paysages. Puis je pouvais partir pendant des heures en voiture, faire 4000 km d'auto parce que je savais que je pouvais aller à un paysage, prendre une photo, puis avoir ma shot, puis être content. Jusqu'à cette année où j'ai réalisé que finalement, pour avoir une photographie similaire, je pouvais juste écrire un prompt dans un chat. Puis là, j'ai réalisé que, tant qu'à ça, je suis obligé de suivre les lois de la gravité. Je peux les enfreindre complètement puis faire une roche qui flotte si ça me tente. Donc, j'étais un peu fâché parce que je me suis dit, c'était vraiment une passion pour moi, la photographie. Puis là, je me rends compte, OK, j'ai plus envie. L'appareil photo, je l'ai rangé dans son sac pendant vraiment longtemps. J'ai dit, je vais utiliser Stable Diffusion. Dans tous les cas, je me dis, c'est pas grave parce que je suis rendu programmeur, je fais de l'intelligence artificielle, j'écris du code, c'est plus ma job au day-to-day. Par contre, il y a ChatGPT qui est sorti, puis ça écrit le code pour moi. Fait que j'ai eu un choc. Fait que je voulais vous emmener avec moi un peu dans mon parcours. Je l'ai appelé mon parcours du deuil, sur différentes étapes. Vous avez remarqué qu'à la fin, j'ai rajouté l'obsession qui est vraiment important. Je veux jouer un jeu. Êtes-vous prêts? Est-ce que ça a été à main levée qui pense que c'est de l'AI? Quand même. Celle-là, à main levée qui pense que c'est de l'AI? Celle-là, à main levée? De l'AI? Quand même. À main levée, de l'AI? Puis une petite dernière, qui pense que c'est de l'AI? J'aime ça parce qu'il n'y a pas de consensus. Hein? Donc, comment on fait? Je vais passer au travers les différentes plateformes. Donc, premièrement, Midjourney. Midjourney, assez facile d'accès. Dans le fond, eux autres, ils ont créé un bot au travers Discord. Puis c'est super facile. On peut payer un abonnement autour de 15 ou 30 $ par mois. On rentre notre prompt. On est capable de générer des images. Ça nous génère 4 images, puis on est capable de la sélectionner, puis il va upscaler l'image, donc rajouter de la résolution, puis on a notre résultat. Stable Diffusion, une plateforme similaire. Dans le fond, comme j'ai parlé tantôt, c'est de l'open source. Mais ils ont quand même construit une application qui s'appelle Dream Studio qui vous permet aussi d'aller l'essayer. Vous pouvez acheter des crédits, faire des images comme vous voulez, qui est assez facile. Comme dans ce cas-ci, Conan le Barbare, qui est très fort parce qu'il a 2 bras et 6 doigts. Ce
qui est vraiment cool avec Stable Diffusion, comme je me répète encore, c'est que c'est open source, fait qu'il y a des gens qui ont développé des plateformes comme Automatic. Cette plateforme-là, dans le fond, c'est qu'ils ont rassemblé toutes les extensions. À chaque fois que quelqu'un vient programmer quelque chose, une nouvelle feature, tout est rassemblé là-dedans. Le gros avantage de pouvoir utiliser ce genre de librairie-là, de repo-là, c'est que c'est gratuit. Dans le fond, on peut aller le télécharger, l'utiliser gratuitement. Le downside pour l'utiliser, c'est que ça vous prend une carte graphique, puis ça, c'est pas gratuit. Fait que des alternatives que j'ai trouvées, si jamais vous voulez l'essayer, c'est de prendre des plateformes cloud. On est capable de se créer des machines virtuelles, puis j'ai réussi à builder le Stable Diffusion dans le cloud, puis l'utiliser avec des frais quand même insignifiants comparativement à acheter une carte graphique. Le bout, je n'irai pas trop dans le technique. Comment ça marche? Il y a 3 composantes principales dans un modèle de diffusion. On a le text encoding, les schedulers, puis l'auto-encodeur. Grosso modo, dans le fond, le text encoding, c'est quand on écrit un prompt, l'ordinateur ne comprend pas les lettres, il ne comprend pas notre texte, bref. On veut le transformer en 0 puis en 1 au final. Là. Fait qu'on va passer autour d'un processus qui s'appelle la tokenisation. Fait qu'on va venir séparer chacun des mots en valeurs numériques. On a notre scheduler. Dans le fond, la façon que ça marche, c'est que au final, une fois que ton modèle est entraîné, on génère du bruit, puis à partir du bruit, on enlève le bruit étape par étape jusqu'à temps qu'on obtienne une image. Donc, pour l'entraînement, on va venir rajouter du bruit de façon séquentielle pour que le modèle puisse apprendre à enlever le bruit par la suite. Puis, on a un auto-encodeur, ce qui est hyper important aussi. Quand on a des images, dans ce cas-ci, les images d'entraînement, c'est 512 pixels par 512. Ça prendrait beaucoup de jus à la machine pour être capable de faire le calcul. Donc, en ayant un auto-encodeur, on réduit l'image dans un espace qui est vraiment plus petit, ce qui permet d'accélérer l'entraînement. Une fois qu'on a ça, nos étapes, il nous faut un dataset, puis pas un petit dataset. Le premier dataset qui est utilisé, c'est 5 milliards d'images. Je voulais vous montrer qu'on peut visualiser le dataset. Dans le fond, chaque image, on a une image, on a une description, puis on a une valeur esthétique. Dans le fond, on veut savoir est-ce que l'image est belle ou pas, parce que le but de l'entraînement, c'est vraiment au final d'avoir des images qui sont belles. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on a le dataset, on itère image par image, on rajoute du bruit, on rajoute du bruit, on rajoute du bruit. Puis une fois qu'on a fait l'entraînement, le modèle sait comment réenlever le bruit étape par étape. Fait qu'on fait le procédé inverse, puis le modèle va prédire, OK, c'est le bruit que tu as ajouté pour aller à l'image précédente, je vais essayer de la soustraire, puis on finit par se ramasser avec une nouvelle image. Puis quand on fait ça, justement, sur 5 milliards d'images, le modèle généralise, puis on est capable de prendre un nouveau prompt, puis il nous génère une nouvelle image qu'on n'a jamais vue par la suite, qui n'existe pas, finalement. Pour être bon là-dedans, j'ai inventé un terme, promptologie. Je ne sais pas si c'est un bon terme. Vous pouvez devenir des bons promptologues, je pense. Donc, la formule que j'ai trouvée, que j'ai cherchée, qui est de séparer mon prompt en 6 morceaux. Je donne le sujet, qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, dans notre image. Une pomme, une guitare, whatever. Le support, photographie, peinture. Le style, impressionniste, Picasso. La lumière naturelle, la lumière studio. Les couleurs, est-ce qu'on veut que ça soit monochrome? Est-ce qu'on veut que ça soit couleur? La palette de couleurs, bref. Puis la composition, les plans de vue. Là-dedans, je rentre les types de lentilles, les types d'appareils photo. Tout ça vient influencer l'image qu'on va avoir à la fin. Comme dans ce cas-ci, je voulais avoir une image de Nicolas Cage qui joue dans Orange Mécanique. Puis je suis allé spécifier certains paramètres dans mon prompt. Comme dans ce cas-ci, ce que j'aimais, c'est la lentille 35 mm, le grand angle qui vient déformer un peu le visage du personnage. Puis le résultat est assez fonctionnel. J'ai parlé un peu de ChatGPT. Une fois qu'on a notre formule, parce que je n'ai pas envie de réécrire des prompts de 8 lignes de long à chaque fois, c'est un peu chronophage. J'ai pris ChatGPT, j'ai expliqué ma formule, je dis OK, voici la formule, voici ce que je recherche. J'y ai rentré justement dans ChatGPT, puis ensuite, je peux écrire un prompt qui est beaucoup plus simple, genre j'ai besoin d'une photo de patate en vectoriel, puis il va venir remplir les trous de ce que je n'ai pas spécifié. Puis en envoyant ça par la suite dans Midjourney, les résultats sont quand même très bons. On peut rentrer rapidement puis itérer rapidement pour avoir des nouveaux exemples.
Si vous devenez vraiment bon en prompt engineering, vous pouvez avoir des très bonnes jobs. Je dis ça de même. Comme je disais tantôt, depuis tantôt, je vous parle du prompt. On peut appeler ça du text to image. C'est essentiellement ce que je vous montre depuis tantôt. On rentre un prompt, on a notre image, puis ça nous génère une image finale. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut faire du image to image. Vous avez probablement déjà fait des illustrations, tout ça, puis vous voulez créer des déclinaisons, mais dans le fond, dans ce cas-ci, c'est qu'on va avoir une image, on est capable de rajouter du bruit à l'image. Pas trop, juste assez. Puis en indiquant un nouveau prompt, on va générer une nouvelle image qui est similaire, qui garde la même composition, qui est influencée par l'image de base, mais qui est capable de nous créer par la suite une image qui peut être plus photoréalistique. Dans ce cas-ci, c'est ce que je voulais. J'ai aussi essayé avec des dessins de mes enfants pour essayer de les revendre, mais... Il y a inpainting. Ça, essentiellement, c'est qu'on est capable de mettre un masque dans l'image puis lui demander de régénérer une partie de l'image seulement. Dans ce cas-ci, on peut l'utiliser un peu comme Photoshop, mais sur les stéroïdes. C'est que ça va vraiment plus vite pour l'exemple dans cette image-là, c'est d'enlever la personne sur l'image. Le outpainting, un autre élément vraiment, vraiment cool, c'est que dans le fond, c'est l'inverse d'une painting. On est capable de mettre une image, puis il va tout le temps venir compléter ce qu'il y a autour de l'image. Donc, dans ce cas-ci, c'est quand même vraiment efficace pour créer un zoom infini. Je l'adore, celle-là, quand même. ControlNet, ça, si vous voulez prendre vraiment le contrôle de la composition que vous voulez avoir, c'est un outil à vraiment connaître. Il y a plusieurs morceaux qu'on peut utiliser, mais je vous ai mis quelques exemples. Human Pose to Image, dans le fond, on est capable de détecter la pose de l'humain dans l'image. Puis en la détectant par la suite, on vient comme être capable de répéter la pose qu'il y avait dans l'image précédente. Donc, si vous avez des idées de composition, n'importe quoi, c'est vraiment puissant comme librairie. Je vais montrer une autre idée. On peut générer 200 images, puis les personnages vont tous avoir la même pose au final. Straight line to image. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui aiment ça refaire votre design d'intérieur. C'est pour ça que je l'ai mis là. Dans le fond, ça va venir détecter toutes les edges de la pièce, de l'architecture intérieure, puis vous êtes capable de venir complètement redonner un nouveau prompt pour changer le design, le style que vous voulez, puis itérer encore là une fois super rapidement. Scribble to image, c'est comme la version que je vous ai montrée tantôt, Pix to Pix, dans le fond de faire un sketch, d'avoir une image réaliste par la suite. Donc, ControlNet, il y a plusieurs autres éléments. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il doit y en avoir une vingtaine d'autres outils comme ça dans ControlNet qui permettent vraiment de prendre le contrôle sur l'image. Les modèles. Étant donné que c'est open source, les gens peuvent créer leur propre modèle, réentraîner leur modèle. Fait que là, il y a plein de gens qui se sont mis à inventer, à réentraîner plein de modèles qui donnent des styles différents. Moi, j'aime plutôt le style photographique. Il y en a qui trippent plus sur les mangas. Chacun ses intérêts. Puis, on est capable de créer des modèles, puis avant que quelqu'un me pose la question, on peut définitivement faire ce qu'on veut. Donc, comme je disais tantôt, des images 512 pixels par 512 pixels, c'est pas assez pour être capable d'emmener ça en production. On est capable d'utiliser là, le vidéo ne load pas, mais c'est pas grave. Là, on est capable d'utiliser des logiciels ou des modèles pour venir upscaler l'image, puis on est capable de faire des x2, x4, x6, fois la résolution. Puis encore là, c'est des modèles d'AI qui viennent rajouter de la résolution à l'image, puis c'est quand même vachement efficace. Donc, rendu là. Normalement, celle-là est prévue, la slide noire. On a des outils vraiment extraordinaires, selon moi. On a beaucoup de choses. Ça peut faire énormément de travail à notre place. Puis là, je vais prendre une gorgée d'eau, je pense. Donc, je me suis dit, avec tous ces outils extraordinaires-là, clairement, l'AI va remplacer notre job. Elle est vraiment forte. Elle peut faire tout ce que j'ai jamais rêvé de faire. Puis là, j'ai réalisé que c'est pas tout le temps si efficace que ça. Des fois, c'est un peu bizarre.
J'ai essayé de générer des acteurs d'Hollywood, un peu comme je vous ai montré au début. Puis j'ai toujours je me suis toujours rêvé d'aller sur Netflix. Pour au lieu de streamer le vidéo, je me suis dit peut-être que l'ordinateur pourrait être un jour assez puissant pour que Netflix m'envoie juste le script. Puis avec le script, je pourrais paramétrer selon mes préférences que je vois. Puis le film se génère sur mon ordinateur. Puis là, j'ai fait un peu de recherche, voir on en était où. Puis Will Smith qui mange du spaghetti, c'est vraiment pas à point. Il y a des exemples comme ça, on dit la peinture que la fille a faite est quand même bonne. Là. Je veux dire, je ne vois pas trop d'erreurs. Par contre, la fille, elle, est un petit peu problématique aussi. Donc, je suis tombé dans une nouvelle phase, le déni. Je dis, OK, c'est cool. L'outil est vraiment fort, mais c'est pas très bon. Fait que là, je me suis posé une question. Est-ce que l'AI peut vraiment faire mieux que l'humain? Ça a été une de mes premières questions. Puis dans le fond, dernièrement, je l'ai fait juste la semaine passée, le timeline de cette question-là. Est-ce que l'AI peut faire mieux que l'humain? J'ai vérifié. Ça, c'est la version 1 de Midjourney en février. On a la version 2 en avril, la version 3 en juillet, la version 4 en novembre, puis la version 5 en mars. Fait qu'essentiellement, en un an, on est passé d'un gribouillis, d'un sketch, à quelque chose qui est photoréalistique. Puis c'est là que j'ai réalisé que, OK, oui, les modèles peuvent avoir des faiblesses, mais les faiblesses qu'ils ont, ils ne resteront pas là longtemps. C'est sûr qu'ils vont être corrigés, puis pas dans 10 ans, dans 4 mois. Fait que là, oui, j'avais un autre exemple. On est passé de 2013 à 2023, les images de vaches, puis l'image de chat de 2017 à 2023. Fait qu'avec tout ça, ça m'a emmené une nouvelle question, une question qui est quand même vraiment importante, c'est est-ce que l'AI peut faire preuve de créativité? Pensez-vous que l'AI peut faire preuve de créativité? Oui? À main levée, qui pense que ça peut faire preuve de créativité? Quand même, intéressant. Ça m'a rappelé mes cours d'histoire de l'art. Comme vous avez vu, je traite beaucoup sur la photographie. Puis quand la photographie est inventée, les artistes de l'époque, les peintres, ils ne croyaient pas que c'était de l'art. C'est un mécanisme de reproduction sans réflexion. Les artistes voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui est au-delà de la simple mécanique. Ils ne pouvaient pas croire que la photographie pourrait être un art à part entière. Ça a pris pas loin de 70 ans entre l'invention de la photographie puis qu'il y ait une première photographie dans un musée. Fait que ça a pris un long bout avant que les gens acceptent que la photographie est de l'art. Puis finalement, au bout de ça, c'est les artistes puis les gens se sont rendus compte que finalement, l'art est dans l'œil et pas dans l'appareil en soi. Puis c'est là que j'ai fait la comparaison finale avec l'AI, dans le fond, qui génère des images. C'est quoi la différence entre utiliser de la chimie, de la physique pour créer un appareil photo, puis prendre des photos, ou utiliser de l'AI pour créer une image? Dans le fond, l'appareil photo n'est pas créatif en soi. L'appareil photo est sa table, c'est rien, c'est un objet. Ce qui est vraiment créatif, c'est la personne qui le prend puis qui fait quelque chose avec. C'est vraiment l'humain qui vient, qui est le discriminateur, qui décide de l'intention derrière ce qu'on crée. Ah oui, je vais revenir un peu. Êtes-vous prêts à être fâcheux un peu? Il y a eu un concours au Colorado, c'était un concours d'art numérique. Dans le fond, c'est un concours d'art numérique. Puis il y a quelqu'un qui a participé au concours, puis il a gagné la première place. Puis ça s'est avéré que la personne avait utilisé Midjourney pour créer la peinture. Puis quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait, ça a été sa réponse. Je reviens sur la photographie. L'histoire se répète. La photographie est inventée. À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte. C'est vraiment une répétition de l'histoire avec l'invention de la photographie, selon moi, l'invention des modèles de diffusion. C'est là que la colère embarque, puisque les gens sont devenus vraiment absolument fâchés. En tout cas, sur Internet, les gens étaient fâchés. Les gens ont trouvé que l'AI était vraiment anti-artiste, que c'était l'équivalent de laisser des robots participer aux Olympiques. Encore une fois, une autre analogie, les photographes ne deviendraient jamais des artistes. Tout ce que vous êtes, c'est des simples copieurs. C'est que je pense que c'est un mécanisme normal, que quelque chose de nouveau arrive, ça nous frustre, ça bouleverse ce qu'on fait.
Il y en a qui se sont mis à faire à partir des trends anti-AI dans les différents blogs où les gens postent leur œuvre d'art. Ils mettaient des tags anti-AI. Non, on veut pas de l'AI. Art for Human. Fait qu'évidemment, à l'époque, quand la photographie est sortie, il y a beaucoup de métiers qui ont été remplacés. C'est sûr que c'est arrivé, c'est sûr que ça va arriver avec l'AI. À cette époque-là, les peintres de portraits, imaginez, vous avez passé 30 ans à perfectionner votre art, à peinturer des portraits parfaits, puis là, finalement, quelqu'un avec un Kodak, puis c'est fini. C'est le même sentiment que les gens avaient à cette époque-là. Puis c'est peut-être le même sentiment que vous pourriez avoir aujourd'hui, des métiers qui vont être remplacés par l'AI. Enfin, j'ai mis développeur photographe en premier, c'est sûr qui me touche le plus, mais évidemment que ça va impacter très fortement les jobs de designers web, graphiques, des comptables correcteurs, les artistes. Ça va venir impacter votre vie, puis c'est pas loin de 300 millions d'emplois en ce moment qui pourraient être impactés par l'intelligence artificielle. Je vous ai vendu le punch un peu. Fait que quand j'étais rendu là, que j'ai su qu'il y avait tous ces outils-là, que nos jobs pourraient être impactés, que ma job pourrait être remplacée par l'intelligence artificielle, c'est là que à un moment donné, j'ai un peu paniqué. J'ai comme fait, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Sincèrement, qu'est-ce que je vais faire? J'aime programmer, j'aime faire de la photographie, mais l'AI va tout faire à ma place, puis à la vitesse que ça avance, c'est sûr que ça va absolument tout remplacer. Fait que je me suis mis à chercher une maison au Groenland, puis je voulais vivre un peu en autarcie. Pendant que je cherchais cette maison-là, ça m'a permis de réfléchir un peu. Puis je venais à la conclusion, OK, il faut vraiment focusser sur ce que l'AI peut nous apporter réellement au lieu de ce que ça pourrait nous enlever. Ça nous amène à l'espoir. Ce que j'ai appris avec ce parcours-là, concentrez-vous sur les tâches qui sont créatives et stratégiques. Dans le fond, l'AI n'est pas créative. C'est vraiment l'humain qui est créatif en arrière de ça. Fait que l'AI, lui, il produit plein de choses, mais l'AI, c'est stupide. Là. Je veux dire, il n'est pas intelligent. Il crée n'importe quoi, puis nous, on décide qu'est-ce qui est beau ou pas. Comment utiliser l'AI? Puis une autre question que j'avais, c'est quand utiliser l'AI? Si vous voulez écrire vos vœux de mariage, utiliser ChatGPT, ce n'est pas une bonne idée. Comment écrire les prompts? Je vous en ai parlé assez de celle-là. Comment évaluer les AI? Dans le fond, comme je disais, l'humain est le discriminateur. Donc, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon. C'est nous qui décidons de l'intention derrière, de qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. Comment vérifier les billets? Les modèles d'AI sont entraînés avec du data dans le monde réel, puis le monde réel est rempli de billets. Donc, il va y avoir des billets dans les modèles, c'est inévitable. Donc, c'est notre job de détecter ces billets-là, d'y faire attention, puis de choisir qu'est-ce qu'on fait avec. Une fois qu'on est rendu, tout ça m'a emmené une phase qui est vraiment de l'acceptation. Okay, c'est cool, c'est un nouvel outil, j'ai un assistant avec moi, il est capable de faire des jobs un peu répétitifs. Je peux me concentrer sur ce qui est vraiment créatif, comme je disais, fait que ça m'a emmené une phase plus d'acceptation, mais rapidement, je suis tombé dans l'obsession, finalement, parce que je me suis dit, OK, je suis en train de faire quelque chose qui me semble être un peu répétitif, c'est un peu plate, est-ce que l'AI peut le faire à ma place? Fait que là, je me suis vraiment mis à chercher, OK, à toutes les tâches que je fais, est-ce que l'AI peut le faire à ma place? Dans ce cas-ci, je mettais un exemple de comment faire des sketchs de design rapidement, d'itérer. C'est vraiment comme si on avait un assistant qui nous aide à trouver des idées, à faire des itérations rapides. Dans ce cas-ci, c'est un cas réel. J'ai demandé une connaissance des designers, dans le fond, comment il l'utilise. Lui, il est allé chercher des icônes pour s'inspirer, qui étaient un peu partout sur Internet, la première image en haut, à gauche. Il les a passés au travers Midjourney pour générer plein de sketchs. Puis à force de générer des exemples, il y a eu des exemples de logos qu'il aimait. Puis à partir du logo, il l'a redesigné ensuite dans Illustrator. Puis il y a eu son résultat final. Donc, l'AI n'a pas tout fait, mais il l'a vraiment utilisé comme un outil, comme un assistant. Il m'a parlé qu'il l'utilisait aussi beaucoup pour les personas. Dans le fond, pas le créer from scratch, mais quand il y a une recherche avec les personas, il est capable de rajouter un peu de viande, trouver des idées, trouver des pistes. Encore là, c'est vraiment comme un assistant qui vient aider au travail. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait de la modélisation 3D, un processus qui est quand même assez chronophage. Encore là, il y a des outils d'AI. On est capable de partir d'une image qui est en 2D, puis on est capable de le passer dans un outil comme Kaidim. Puis l'outil va venir modéliser un mesh, dans le fond, un wireframe en 3D. Ça prend peut-être 50 minutes de traitement, puis on a un modèle en 3D qu'on est capable d'utiliser comme on veut par la suite.
Disney qui a utilisé les modèles, les modèles de diffusion pour rajeunir les gens ou les vieillir. Encore là, on accélère le traitement au lieu de passer par des heures de maquillage. Directement, on est capable de vieillir la personne puis que ça donne un résultat qui est super efficace. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. Donc, la traduction, absolument efficace aussi, d'avoir la lèvre qui suit le mouvement de la bouche qui suit la langue, c'est c'est quelque chose. Bref, c'est hot. Pour les sketchs de police, les forensics, quand on veut chercher un criminel, quelqu'un, encore là, c'est une job qui prend des années et des années à vraiment bien maîtriser, puis il y a beaucoup l'interprétation de la personne qui essaie de nous décrire la personne qu'elle a vue. Un autre outil qui a été fait, qui vient leverager les modèles de diffusion pour créer un sketch qui est vraiment réaliste. Comme je vous disais tantôt, j'ai trouvé une autre version d'un film qu'on peut adapter un style avec un autre style. Dans ce cas-ci, c'est Star Wars avec un style de Wes Anderson. Puis on voit que c'est un peu meilleur que Will Smith qui mange du spaghetti. Fait que je pense que tranquillement, on est capable d'aller vers là. Ça, là, j'ai rien à dire. Je veux juste que vous la voyiez. Est-ce que l'or est mort? Merci.